Andrei, c'est vous, et votre petit frère Artem Kirilenko, vous êtes réfugiés à Paris. Vous faites partie des 3,5 millions d'Ukrainiens qui ont fui l'Ukraine. Bonjour, comment allez-vous tout d'abord tous les deux? Ça va. Ça va? Je voulais vous faire écouter un son de Vladimir Poutine. C'était le 24 février dernier. Vous allez me dire ce qui s'est passé quand vous êtes certainement tombé sur ces images. Et après, on parle de ce qui vous est arrivé. Vous êtes actuellement en France, mais vous n'avez pas tous les deux la même histoire. On y revient, on écoute Vladimir Poutine. Souvenez-vous, c'était le 24 février. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale, dont le but est de protéger les personnes qui, pendant 8 ans, ont subi les abus et le génocide du régime de Kiev. Je suis convaincu que les soldats et officiers fidèles des forces armées russes rempliront leur devoir avec professionnalisme et courage. Ça fait donc un mois que cette guerre a commencé en Ukraine. Andrei, vous avez 20 ans. Artem, vous avez 14 ans. Vous êtes nés à Kiev, tous les deux. Exact. C'est bien ça. Racontez-nous votre histoire. Je le disais, il y a une différence majeure entre vous, Andrei, quand la guerre éclate, où vous n'êtes pas d'ailleurs en Ukraine. Vous êtes en Autriche. Votre petit frère est en Ukraine. Qu'est-ce que vous disent vos parents quand il y a ça à la télé et que vous êtes en Autriche? Tout d'abord, je vais vous expliquer que je dormais. Tout simplement. Et en plein coup, je sais bien même l'heure précise, à 4h27, ma mère, tout d'abord c'est mon ami qui m'avait réveillé, il me dit « Andrei, l'Ukraine est attaquée ». Je dis « Mais qu'est-ce que tu racontes, je veux dormir ». Je dis ça. Je pensais que c'est une blague amicale. Mais après, dans une dizaine de minutes, je me souviens quand ma mère m'avait appelé en pleurant que notre quartier, qui est au nord de Kiev, est bombardé, qu'il y a partout les bruits, et même, ils ont vu même des avions militaires des Russes. Donc, c'était même une situation tellement critique que je n'ai même pas pensé à ça. Que c'est de la vérité. Je pensais que je suis dans une cauchemar de nuit, et puis c'est tout. Et là, à ce moment-là, vous avez envie de rentrer en Ukraine. Vos parents vous disent non, ne viens surtout pas en Ukraine. En fait, j'ai pensé qu'il faut venir en Ukraine pour au moins faire quelque chose pour ma famille, pour peut-être le service militaire. Mais j'avais un conflit avec mes parents qu'ils m'avaient dit qu'il ne faut pas venir en Ukraine car s'il y a quelque chose avec nous, ce qui se passe, c'est moi qui vais les aider pour venir et s'installer. Et c'est ça la raison principale pourquoi j'ai décidé à rester en Europe, en Autriche. Et après, je suis parti en France. Et pendant ce temps-là, il y a donc votre maman, votre papa Pendant 3 semaines, ils ont habité à Kiev. Avec votre petit frère Artem. Artem, toi, tu as vécu pendant 3 semaines sous les bombes à Kiev, c'est ça? Avec ta maman? 2 semaines. 2 semaines. Qu'est-ce qu'il se passait dans ta tête? Vous étiez où avec votre maman, justement, quand ça a commencé, on le disait, il y a un mois? Parce que tu es arrivé, toi, le week-end dernier, hein, on le dit aux spectateurs, avec ta maman qui est encore à Paris. Moi, je suis dormi. Je suis réveillée à cause de la bruit. Quelque part, il y avait les bombes, je ne sais pas. Et après, j'ai entendu ma mère et mon père qui a descendu. Ils ont pleuré comme ça et téléphoné Andrei, mon frère. Et ça a duré 2 semaines, 2 semaines où tu es dans une cave avec tes parents, c'est ça? À Kiev? Oui. Et ça a duré comme... Quelquefois, il y a comme beaucoup de bruit. Souvent, tu avais du mal à dormir. Souvent, oui. Andrei, pendant que votre petit frère est là-bas, justement, votre père est là aussi. Il ne prend pas les armes parce qu'il est à la tête d'une entreprise agroalimentaire, c'est bien ça, et que le président Zelensky, on s'en souvient, avait dit à tous ceux qui pouvaient continuer, hein, c'est ça Catherine, de faire continuer l'économie pour nourrir la population, oui, exactement. Oui. Donc après, c'est vous qui avez organisé l'arrivée de votre mère et votre frère? Je n'ai pas organisé tout le chemin, mais j'ai aidé pour s'installer, donner les conseils, comment entrer en Europe. Et déjà les installer à Paris pour qu'ils puissent dormir quelque part dans les conditions humaines et pas dans une cave.
Et toi, Artem, tu es déjà dans une école en France, c'est ça? Oui, Français. j'ai déjà français. Oui. À Kiev. Mais non, déjà je suis à l'école française. Là, tu es à l'école à Paris. Ouais. Là. On va regarder un reportage et on revient vers vous. Il y a beaucoup d'émotions aussi sur ce plateau. Dans cette guerre, il y a des Ukrainiens aussi qui s'engagent très jeunes. Vous aviez hésité, vous me l'avez dit quand on s'est eu au téléphone. Des Ukrainiens qui ne connaissent rien à l'univers militaire, ce sont des professionnels d'ailleurs qui les forment en quelques jours. Et conscients de ce danger, tous sont animés par l'envie de défendre leur pays. C'est un reportage de Benoît Cristal, Régis Rouanet et Chérif Souari. Ivan, 21 ans, étudiant en médecine. Genia, même âge, étudiant en économie. Ils s'entraînent avec des professionnels. Après 10 jours de formation au tir, leur instructeur estime qu'ils ne sont pas encore prêts. On envoie les gens plus aguerris au combat, mais vu ce qui se passe, il vaut mieux qu'ils soient prêts et très bien formés. Tous ont interrompu leurs études pour tenir ce checkpoint à l'entrée de leur village. Avec eux, Vladislav, 19 ans, encore étonné de se trouver là. Dans un monde idéal, je serais quelqu'un de pacifique, qui ne fait de mal à personne et qui fait juste son boulot. Mais là, ce n'est pas possible. Bien qu'il soit en seconde ligne et sous les ordres d'un soldat professionnel, le danger est bien réel. L'armée russe est à 10 km de là et bombarde les villages alentours. Bien sûr qu'on est conscient que la mort nous attend. Moi, je suis triste de voir des gars si jeunes ici, alors que leur place est sur les bancs de l'université. Mais ce n'est pas nous qui avons déclenché cette guerre, ce sont les Russes qui nous ont envahis. En raison de la mobilisation générale, les hommes de 18 à 60 ans ont l'obligation de rester en Ukraine et de participer à l'effort de guerre. Encore faut-il avoir suffisamment d'armes et de temps de formation. Armes toujours chargées au checkpoint. Tu engages une balle et tu désarmes en partant. La relève est prête. Tous les volontaires sont acceptés, pourvu qu'ils passent ce test. Avant la guerre, Julie était vendeuse dans un magasin. Au début, ce n'est pas facile, mais on prend vite l'habitude. Moi, ça me plaît. Tous veulent défendre leur pays, mais quand on leur demande s'ils sont prêts à tuer un homme, la réponse n'est jamais facile. Oui, j'imagine qu'il faudra en venir là. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'essaie d'y penser, c'est difficile, mais si on est agressé, ce sera sans doute nécessaire. Dans ce village, tous les jeunes se préparent à affronter la guerre. Ils deviennent en quelques jours guerriers ou aides-soignants. Les études et les rêves d'avenir semblent appartenir à une autre vie. André, quand vous voyez ces jeunes qui s'engagent, est-ce qu'à un moment, vous avez songé à prendre des armes? Est-ce qu'il y a eu cette réflexion en vous? Cette réflexion, tout à fait, parce que pour être honnête, j'ai même un peu honte que je suis là et que je ne fais pas la même chose qu'eux. Parce que, oui, je comprends qu'il y a des raisons quand même, mais dans l'intérieur, je sens cette... Il y a des regrets peut-être. Ouais. C'est ça. Mais, même si encore, il y avait une personne dans le reportage qui disait je préfère voir ces jeunes sur les bancs de l'université plutôt que de les voir au combat, ce qui est compréhensible aussi, Catherine. Et est-ce que vous êtes surpris, fier j'imagine, mais est-ce que vous êtes surpris de la résistance justement du peuple ukrainien? Est-ce que vous pensiez que c'était possible de résister à l'armée russe comme ça? En gros, je comprends pourquoi ça se passe, mais je suis complètement surpris, heureusement. Mais... Avant la guerre, il y avait beaucoup de gens qui étaient amicables aux Russes. Il y avait quand même les partis politiques dans le Parlement qui représentaient les intérêts russes. Il y a beaucoup de monde qui votait pour les partis pro-russes, qui étaient amicables aux politiques russes. Mais même moi, du coup, et ma famille, c'est russophone. On parle entre eux russe. Ouais. Parce qu'on a des ancêtres comme des Ukrainiens et des Russes en même temps. Mais... on comprend qui est M. Poutine, qui sont ces militaires qui sont venus. Ils sont venus pour nous tuer, pour nous piller et pour voler, je ne peux pas exprimer autrement, voler notre indépendance et liberté. Et c'est pour ça, je pense que chaque Ukrainien, quoi qu'il en soit,
il comprend qu'il faut se défendre, parce qu'il il ne reste plus d'autre choix. Quel souvenir vous gardez de Kiev? On va se rendre dans un instant justement à Lviv, mais quel souvenir vous gardez de Kiev? Une ville est la plus belle du monde. Moi, je n'ai pas d'autre explication. Chaque fois quand je me suis baladé sur les rues de Kiev, je pensais que je suis dans une merveille, parce que Kiev, c'est pas une ville pauvre, c'est une ville comme européen. On avait visité les cinémas, on a travaillé, on a fait ses études, on a fait presque pareil que font les Français chaque jour. Mais en plein coup, ça s'arrêtait à cause des... À cause de... Vous savez quoi, je veux pas... Et vous, vos études, c'était... vous vouliez devenir interprète, vous êtes réorienté vers le marketing, c'est ça? Et vous hésitez encore à reprendre vos études ici? On verra, parce que comme la situation n'est pas du tout simple, peut-être je serai obligé à travailler pour gagner de l'argent, pour avoir quelque chose à manger. Mais si j'aurais cette possibilité, j'aime bien. Moi, je veux continuer mes études quand même. Vous connaissez Lviv? Vous y êtes déjà rendu? Lviv? Lviv? Oui, Lviv? à l'ouest. J'ai visité presque toutes les grandes villes de l'Ukraine. J'adore voyager. Lviv, j'étais même plus que 10 fois là-bas. On va s'y rendre justement à Lviv avec Marianne Kotenov. Marianne, vous vous trouvez dans un orphelinat avec Adrian Ako. Lviv, on le sait, accueille de nombreux réfugiés. Plus de 200 000 Ukrainiens se sont réfugiés à Lviv depuis le début du conflit. Et il n'y a pas que des enfants qui ont perdu leurs parents qui s'y trouvent. C'est bien ça, Marianne? Écoutez, là je suis dans cet orphelinat du nord de Lviv, et vous savez, il y a 42 pensionnaires, et sur les 42 pensionnaires, 35 sont des enfants réfugiés, des enfants qu'on a mis dans des trains, que les parents ont voulu sauver en les mettant dans des trains en direction de Lviv. Alors comme Alex qu'on a rencontré, qui vient de Kharkiv, ou alors encore de Kharkiv, pardon, ou alors encore Anton qui vient lui de Kherson. Donc vous voyez, on les rencontre, et puis là on les voit, ils jouent au ballon comme tous les enfants. Ils jouent sur les jeux comme tous les enfants. On a l'impression que c'est une après-midi normale, mais quand on les interroge et quand on parle avec eux, eh bien la normalité, elle explose, parce qu'ils nous racontent leur parcours, ils nous racontent leurs histoires. Ils ont laissé leur famille sur place, là-bas, chez eux, mais leur maison a été bombardée, ou les bombardements se rapprochaient trop, ou leur ville est occupée, et donc, eh bien, ils ont dû fuir tout ça, fuir toute cette misère, et ils sont donc venus. Ils sont donc venus ici à Lviv, où on les a recueillis dans cet orphelinat. Et juste comme je parle derrière moi, vous entendez donc la sirène qui retentit pour la première fois depuis très longtemps ici. La sirène qui annonce effectivement normalement des missiles qui se rapprochent et qui indique que tout le monde doit aller dans les abris. Voilà. Merci, donc les enfants qui sont ici vont aller se mettre à l'abri, nous aussi. Et on va terminer sur ces images d'enfants qui ont bien besoin de normalité. Merci Marianne, merci à Adrian Ako. Prenez bien soin de vous, faites attention. Vous nous dites que les sirènes retentissent. Elle est émouvante, cette image. On sent que vous êtes ému, Andrei, quand vous voyez ça. Et on le comprend, c'est vrai qu'on le comprend, Catherine, on est dans un orphelinat. On dit qu'il y a plus de 10 millions d'Ukrainiens qui ont été déplacés à l'intérieur du pays, plus de 3,5 millions justement en Europe. Et là, on entend cette sirène. C'est vrai que c'est une grande émotion. Et c'est vrai que votre maman, vous, a fait le choix pour votre petit frère Artem, de venir à Paris. Mais c'est vrai qu'elle aurait pu rester en Ukraine, parce qu'on le sent, il y a un amour des Ukrainiens pour leur pays aussi. Oui, je parle avec les gens qui sont partis de l'Ukraine, et en général les gens ils me racontent que après la guerre ils aiment bien revenir, parce que c'est pas qu'ils ont quitté ces maisons juste pour venir en Europe, ils étaient juste obligés par le risque de leur vie pour leurs enfants. C'est pas la question de trouver une meilleure vie. Personne ne veut rester ici. J'ai vu beaucoup de monde qui me raconte. Moi, j'aime bien s'installer en Ukraine quelque part, mais c'est pas possible. Je veux rester en Ukraine, je veux que mes amis proches, ils racontent toujours ça. Les réfugiés, les femmes ukrainiens, ils veulent continuer la vie en Ukraine. Vous êtes toujours, justement, peut-être au téléphone, en train de prendre des nouvelles de ceux qui sont restés ?
Grande majorité de ma famille, mes grands-mères, mes grands-pères, mes cousins, je peux continuer cette liste, ils sont toujours en Ukraine. Et certains, une grande majorité, ils même refusent à quitter, pas l'Ukraine, même le Kiev. Et on peut savoir que le Kiev est le but principal de Poutine, de l'armée russe, mais même mes grands-parents, ils refusent et ils sont prêts à... ils me racontent toujours ça, qu'ils sont prêts à se défendre s'il y a le besoin, s'il y a la nécessité. Vous restez avec nous, on va parler de la ville de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui est une force de résistance, on le voit aussi depuis un mois avec vous. Jade, c'est vrai que cette ville d'origine, je vous laisse justement la prononciation de cette ville, a plusieurs intérêts pour les Russes. Kryvyi, c'est comme ça que ça se prononce, je parle sous votre contrôle, mais effectivement, c'est une ville qui a plusieurs intérêts pour les Russes. D'ailleurs, je vais vous replacer le contexte. D'abord, il faut savoir que dans toute cette zone-là, il y a eu une avancée russe. On a beaucoup parlé ces derniers jours de repli et de stagnation. Et bien, dans cette zone-là, les Russes ont effectivement progressé. On le sait, ils tentent de rejoindre Mykolaiv pour rejoindre Odessa par la terre. Ils n'y arrivent pas. Ils vont tenter quoi donc? Eh bien, une incursion par le nord pour rejoindre cette ville de Kryvyi, 600 000 habitants, qui a, vous l'avez dit, la particularité d'être effectivement la ville natale de Volodymyr Zelensky. Donc, premier intérêt symbolique pour Vladimir Poutine, c'est effectivement de prendre la ville de son ennemi juré. Autre intérêt pour les Russes, Dnipro, regardez, c'est à 140 km de cette ville, donc ça pourrait effectivement permettre aux Russes de créer, vous le voyez, une sorte de tenaille pour récupérer Dnipro, ce nœud stratégique dont on a beaucoup parlé. Autre intérêt, vous allez voir, économique cette fois. Regardez, ce que vous voyez sur ces images, je vais essayer de vous les entourer pour que ce soit plus clair. Juste ici, là, et il y en a une également par là, ce sont des mines de fer. Ce sont les principaux gisements de fer de cette ville se trouvent ici, dans cette ville donc de Volodymyr Zelensky. Ça représenterait donc un avantage stratégique énorme pour les Russes, puisqu'ils priveraient l'Ukraine d'une richesse extrêmement importante. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est effectivement de savoir s'ils ont la possibilité, les effectifs pour prendre cette ville. Il faut le savoir qu'ils font face à une offensive extrêmement forte de la part des Ukrainiens ici. Et les Ukrainiens ont également mis en place des barrages importants tout autour de cette ville pour justement éviter aux Russes d'arriver à la prendre. Donc c'est sûr et certain que les Russes vont devoir muscler leur effectif s'ils veulent vraiment arriver jusqu'à Kryvyi. Merci Jade. On parlait de ce président ukrainien Volodymyr Zelensky qui depuis un mois, on le voit, communique. Ça fait partie aussi de cette guerre de communication. On l'a vu très tôt faire des vidéos, faire justement des messages sur Instagram. Là, il a fait la tournée des parlements. Il s'est exprimé devant le Congrès. Il était hier aussi devant l'OTAN. Mercredi, c'était chez nous en visioconférence à la fois devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Quel regard vous portez sur ce président qui ne faisait pas partie du sérail politique, qui était un comédien à la base et qui, avec son parti issu de sa série Serviteurs du peuple, en fait, donne tout aussi pour son peuple. Au début, je veux vous dire et expliquer que j'étais jamais pour Vladimir Zelensky. À partir du début. Pourquoi Parce que je pensais qu'il était un populiste. Il n'est pas sérieux. Il a peur devant les risques, les conflits politiques, tout ça, économiques. Je pensais, en plus, il est venu avec l'espoir à finir la guerre. Mais c'est juste impossible, donc c'est pour ça ça continue à Donbass, ça continue toujours. Je n'étais jamais pour lui, mais aujourd'hui, je suis très content qu'il est avec nous, qu'on a choisi vraiment ce président parce que lui, il reste toujours avec le peuple ukrainien. C'est ça ce qui est le plus important. Il refuse à quitter même le Kiev. Même, je vais raconter que... la deuxième groupe de parachutistes, de premier jour de la guerre, devait venir au centre de Kiev, juste à côté du palais du président. Mais quand ses conseillers ont proposé à quitter le Kiev, il a refusé. Il a répondu que je préfère prendre le Kalachnikov que prendre un avion. Et ça, je pense que c'est très important. Et votre avis a changé sur lui, hein.
J'ai complètement changé l'envie, je l'adore. Je pense que c'est le meilleur président ce que j'ai vu pendant 30 ans de l'indépendance. Merci à tous les deux, Andrei, et merci Artem. On vous souhaite bon courage, beaucoup de courage en France. On n'a plus le temps, je suis désolée, mais on poursuit cette discussion en antenne si vous le voulez bien. Alors très vite. Très vite. Je veux vous remercier à tous les Français qui m'écoutent pour l'aide à l'Ukraine. Mais je veux aussi demander tous qui sont au pouvoir et tous qui peuvent le dire. Aider à l'Ukraine avec la force aérienne, les avions, les armées de défense aérienne. On a besoin de ça le plus parce que comme ça, on peut garder les vies de nos enfants, ce qui est le plus important.